plus de 50% des jeunes sont aujourd'hui inquiets pour leur santé mentale. C'est ce qu'un rapport parlementaire vient de nous révéler, un rapport parlementaire dont la rapporteure était Marie-Georges Buffet. Et dans ce rapport, on lit aussi que 30% des jeunes ont renoncé à des soins depuis la crise du Covid pour des raisons financières, parce qu'on sait que la crise, l'incapacité à avoir des jobs, enfin tout ce qui se passe plonge la jeunesse dans une situation sociale extrêmement préoccupante, et que dans le même temps, on a un jeune sur 6 qui a arrêté ses études. Donc je veux ici dire un mot de cette jeunesse à qui on demande beaucoup aussi, parce que un certain nombre d'années sont en quelque sorte volées. Quand on est jeune, on sort de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence, il y a ce plaisir à s'ouvrir au monde, à sortir, à rencontrer. Et là, ces jeunes ne peuvent pas étudier et ne peuvent pas non plus vivre la vie qui est celle de la jeunesse. Et je trouve que nous demandons des sacrifices qui sont tout à fait considérables sans protéger, sans nous donner les moyens de protéger et de limiter au maximum l'impact sur les jeunes. Vous avez aimé le fiasco des masques, vous avez adoré le fiasco des tests, alors vous allez être fan du fiasco des vaccins, parce que nous sommes aujourd'hui gouvernés par les pieds nickelés, et à vrai dire, ce serait vraiment drôle si la situation n'était pas aussi dramatique, où nous nous retrouvons en cette rentrée 2021 dans une situation telle que nous sommes la risée internationale, parce que le gouvernement, non seulement est englué dans sa logique de compétitivité, de néolibéralisme, de réduction des dépenses publiques que nous connaissons bien maintenant, mais depuis le début de la crise sanitaire, nous découvrons qu'en prime de ce profil très à droite, eh bien, le gouvernement est tout simplement incompétent, c'est-à-dire incapable d'organiser ce qui doit l'être pour combattre le coronavirus, et qui n'arrive pas à planifier, à anticiper chacune des étapes qui nous permettraient d'être au point dans ce moment de crise majeure qui est une pandémie internationale et qui se décline dans chaque pays différemment en fonction évidemment de la façon dont les gouvernements sont capables de prendre les choses. Aujourd'hui, nous devrions en être à 300 000 vaccinés en France. On se demande ce qui s'est passé. Il y a eu Mediapart qui a enquêté et qui a donné des éléments de réponse assez intéressants. Je vous invite à les lire. Moi, j'ai retenu par exemple que la semaine du 28 décembre, on était capable de faire fonctionner en France 38 congélateurs alors qu'il en fallait 113 et qu'il y en avait 113. Donc il y a un problème de logistique tout à fait majeur, et on a l'impression que le gouvernement voit les trains passer et ne sait pas comment faire face et comment organiser la vaccination. Jean Castex avait pourtant dit le 3 décembre, nous serons prêts pour les premières vaccinations dès que les vaccins seront disponibles. Et voilà les vaccins, mais il n'a pas pensé à savoir comment les acheminer et les conserver. Et par ailleurs, c'est assez logique, puisque quand on regarde le nombre de personnes qui s'occupent de cette question, eh bien, on se dit que évidemment ça ne peut pas fonctionner. Il y a 7 personnes de Santé publique France qui sont chargées de la logistique dans cette crise sanitaire. Alors c'est sûr que 7 personnes dans le pays, ça ne va pas du tout aller, surtout quand on a un gouvernement qui ne sait pas prendre les décisions et mettre l'État, la puissance publique, au service du combat dans la crise. C'est bien la peine d'ailleurs de dire nous sommes en guerre tous les 4 matins, parce que nous ne sommes pas en guerre, mais ce dont nous avons besoin, c'est tout simplement d'être capable de produire, d'acheminer et d'être aussi transparent dans ce qui se passe et ce que nous pouvons faire. L'autre problème que nous avons, et qui est un problème structurel au long cours, c'est que malheureusement, dans cette affaire des vaccins, la part publique est manquante. C'est-à-dire que nous sommes dans la main des multinationales et du privé, là où il s'agit d'un bien commun qui devrait être totalement maîtrisé par la puissance publique, c'est-à-dire par vous et moi, c'est-à-dire par les citoyennes et les citoyens, pour que le bien commun soit aux commandes et non pas la logique de rentabilité et la loi du profit. C'est assez dramatique parce que nous venons d'apprendre qu'il y a un des vaccins, Moderna, puisqu'il y a plusieurs vaccins, c'est la concurrence généralisée, qui a été imaginé aux États-Unis avec de l'argent public et qui a une plus-value puisqu'il peut être conservé à 0 degré, contrairement aux autres qu'il faut mettre dans des congélateurs, donc c'est beaucoup plus facile à diffuser pour cette vaccination de masse. Eh bien, ce Moderna vient d'être approuvé
par la Haute Autorité de Santé, mais on ne sait pas encore comment tout ça va être diffusé puisque le prix sera fixé par le laboratoire et nous avons besoin, pour vacciner tout le monde, évidemment, que le prix soit accessible. Or, les labos ont la main là-dessus et ils ont également, le privé, je veux dire, le privé a également la main sur les brevets puisque ce sont eux qui les détiennent, là où nous ne cessons de dire que ce doit être public, c'est-à-dire que les brevets devraient être des biens communs de l'humanité et aujourd'hui non, on joue comme ça à l'échelle internationale en mettant en concurrence des multinationales qui font du profit sur le système de santé et qui ne permettent pas non plus qu'il y ait de la confiance dans la recherche scientifique et la diffusion des médicaments qui nous permettent de nous soigner et de combattre des pandémies comme celle du Covid. C'est assez dramatique parce que ce soit le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'est pas transparent, parce qu'il a menti plusieurs fois et parce qu'il se montre incompétent, ne donne pas du tout confiance, mais ce qui ne donne pas non plus confiance, c'est cette logique néolibérale internationale qui fait que eh bien, on se demande ce qui se passe dans ces vaccins, si on ne cherche pas à, quelque part, nous obliger à le faire pour des raisons de rentabilité et pour des motivations qui seraient autres que le bien commun. Et au final, ça participe d'une ambiance qui est une ambiance qui peut être à la fin complotiste, scientophobe, et ça c'est dangereux parce que sans la science, le progrès de la science, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes à se faire, graves, sur notre capacité à faire face à la pandémie. Normalement, le vaccin est un espoir. Or, aujourd'hui, le vaccin apparaît comme une source d'inquiétude et c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à l'échelle internationale et en France qui est actrice de cette façon de faire tourner le monde autour des appétits financiers et qui ne garantit pas que nous soyons protégés et que nous puissions donc combattre à égalité, de façon juste, avec un vaccin gratuit, accessible et produit suffisamment en nombre pour que nous puissions voir s'éloigner cette vie. Nous sommes dans l'incertitude. Voilà, nous sommes dans l'incertitude, dans un immense brouillard, avec des conditions de vie insupportables parce que le confinement, le couvre-feu, les gestes barrières, partout, c'est-à-dire toute notre vie est rythmée par ces impératifs qui sont en plus accélérés par l'incompétence du gouvernement qui nous empêche de voir l'issue, de se dire bon ok on fait comme ça mais là ça y est, on va être bientôt au bout du tunnel. Non, on est complètement dedans et on ne voit pas comment et quand ça va pouvoir s'arrêter avec en plus cette espèce de variant du Covid-19 qui nous vient d'Angleterre. Évidemment il y a de quoi encore plus s'inquiéter et se demander, d'ailleurs on a beau lire les uns et les autres, ce qu'on arrive à avoir comme information est parfois contradictoire. Et donc, c'est source d'immense inquiétude et ça pèse sur nos vies concrètes ici et maintenant et sur la santé mentale, en particulier, pas seulement, mais en particulier des plus jeunes. Je veux le dire parce que plus de 50% des jeunes sont aujourd'hui inquiets pour leur santé mentale. C'est ce qu'un rapport parlementaire vient de nous révéler, un rapport parlementaire dont la rapporteure était Marie-Georges Buffet. Et dans ce rapport, on lit aussi que 30% des jeunes ont renoncé à des soins depuis la crise du Covid pour des raisons financières, parce qu'on sait que la crise, l'incapacité à avoir des jobs, enfin, tout ce qui se passe plonge la jeunesse dans une situation sociale extrêmement préoccupante et que dans le même temps, on a un jeune sur 6 qui a arrêté ses études. Donc je veux ici dire un mot de cette jeunesse à qui on demande beaucoup aussi parce que un certain nombre d'années sont en quelque sorte volées. Quand on est jeune, quand on sort de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence, il y a ce plaisir à s'ouvrir au monde, à sortir, à rencontrer. Et là, ces jeunes ne peuvent pas étudier et ne peuvent pas non plus vivre la vie qui est celle de la jeunesse. Et je trouve que nous demandons des sacrifices qui sont tout à fait considérables sans protéger, sans nous donner les moyens de protéger et de limiter au maximum l'impact sur les jeunes. Le choix, par exemple, du gouvernement de laisser le jour de Noël, le soir de Noël, comme un soir libre, alors que pour le 31 décembre, la fête du Nouvel An, on a demandé, notamment aux jeunes qui aiment faire la fête, de rester chez eux. Je trouve que c'est un choix qui aussi dit décidément que la jeunesse n'est pas prise en considération sérieusement dans la situation qui est la nôtre. Je ne dis pas que les personnes plus âgées soient mieux considérées, il n'y a qu'à voir la situation dans les EHPAD, il n'y a qu'à voir la situation sociale générale, non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il me semble que la jeunesse dans cette crise paie un lourd tribut
de vie, parce qu'aussi la vie culturelle nous est empêchée. Alors on peut lire, hein, c'est vrai qu'on peut lire, et je suis très heureuse de voir que d'ailleurs les librairies arrivent à s'en sortir dans ce moment si difficile, mais pour le reste, pareil, on met de côté, hein, c'est-à-dire tout ce qui fait le sens de la vie. C'est comme si on était simplement obsédé par l'homo economicus, celui qui va travailler pour faire augmenter le point de croissance, et par le corps biologique qui doit lui vivre. Mais ce qu'on appelle vivre, c'est pas simplement être en vie, hein, c'est ressentir des émotions, c'est partager des choses, c'est la vie, quoi. Et celle-là, elle nous semble aujourd'hui de plus en plus empêchée parce qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas accéder aussi à ce qui permet de se fabriquer un imaginaire. Je veux parler vraiment de la vie culturelle, et je trouve très étrange qu'en France, le choix ait été fait de laisser ouvertes les églises, de laisser ouverts les supermarchés, les grands complexes commerciaux, de laisser ouvert la salle Drouot, à Paris, qui est une salle des ventes, et de fermer des salles de cinéma, des salles de théâtre, des musées, alors qu'avec des règles sanitaires et des gestes barrières, on a la possibilité de le faire dans des conditions sanitaires qui ne sont pas pires, en tout cas, que quand on prend la ligne 13 ou le RER B. Voilà. Donc je ne comprends pas très bien cette logique, ou alors je la comprends trop, c'est-à-dire que ce qui est décidément essentiel pour ce gouvernement ne l'est pas pour la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dysfonctionne en profondeur dans les choix gouvernementaux et qui nous met aujourd'hui dans cet état de stress parce que, j'insiste sur la culture, si on ne peut pas se projeter, si on ne peut pas avoir des outils critiques, si on ne peut pas partager les émotions, alors il y a un manque terrible qui nous plonge plus encore. Et nous sommes face, au fond, à une spirale de l'angoisse, un cercle vicieux qui nous emmène toujours plus au fond. Et moi, il me semble que cette panne de projection est ce qui, quelque part, nous fait le plus de mal, parce qu'on ne peut pas se projeter à l'échelle individuelle, on a une incertitude sur tout, on ne comprend pas bien ce qui se passe, et on se demande si la semaine prochaine, dans 15 jours, on va être confiné. Enfin bref, on ne peut pas se projeter à l'échelle individuelle, et on ne peut pas se projeter socialement totalement, et on ne peut pas à l'échelle collective se projeter avec un gouvernement qui protège si peu nos vies. Donc ça, c'est insupportable, et c'est pourquoi je le dis sans cesse, mais c'est vrai que la politique, le fait d'essayer de se raccrocher à l'idée qu'on peut faire autrement et que ces choix gouvernementaux et même ceux qui président à l'échelle internationale n'est pas une fatalité et que nous devons nous battre pour nous réapproprier le sens de nos vies et ce qui constitue les politiques publiques. Moi, j'ai l'impression qu'à la fois on peut être abattu par la situation et presque parfois se résigner ou alors se réfugier dans des thèses qui sont des thèses d'immense défiance, ou alors se dire, et c'est là où à mon avis il y a la voie de l'espoir, se dire qu'on est obligé dans ce moment si noir de faire en sorte qu'il y ait des petites lucioles, comme je l'ai écrit, les fameuses lucioles de Pasolini, c'est-à-dire des contre-pouvoirs qui permettent de nous éveiller et de penser qu'il y a un chemin et qui n'est pas que celui du pire comme seul possible, mais bien un chemin de transformation de la société qui nous permette de nous protéger et de nous réparer dans ce moment si difficile.